Le salon bourdonnait de bruit, des voix qui se chevauchaient, des verres qui s'entrechoquaient, des rires forcés qui résonnaient sur les murs. Toute la famille était massée autour de la table de la salle à manger. Un festin était dressé comme si c'était le repas de Noël. Sauf que ce soir, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de mon frère, Romain. « Félicitations, mon fils !» La voix de mon père a retenti, alors qu'il levait son verre de whisky. Notre garçon, maintenant directeur principal chez Leroy et Associés. Je t'avais dit que tu étais destiné à de grandes choses. Tout le monde a applaudi. Certains se sont même levés pour prendre Romain dans leurs bras. Ma mère lui a serré la main, les larmes aux yeux, comme s'il venait de gagner un prix Nobel. Pendant ce temps, j'étais assise dans mon coin, mon assiette intacte qui refroidissait. J'avais aussi une nouvelle. Ce n'était pas énorme, pas du niveau d'un milliardaire, mais c'était la mienne. Mon premier emploi, assistante débutante dans une entreprise respectée. J'étais entré dans ce bureau plus tôt dans la journée les mains tremblantes et j'en étais sorti avec un contrat dans mon sac et un sourire que je ne pouvais retenir. Mais au moment où j'ai essayé de parler, mes mots se sont noyés dans le bruit de la célébration de Romain. « Papa, maman » ai-je commencé, ma voix douce mais pleine d'espoir. Personne ne s'est retourné. Au lieu de cela, ma tante s'est penchée par-dessus la table, demandant à Romain, « Alors, de combien est l'augmentation ?» Assez pour acheter une nouvelle voiture, a ricané Romain, l'air suffisant dans son costume impeccable. Peut-être même plus qu'une voiture. Je vise l'appartement maintenant. Des rires ont de nouveau parcouru la pièce. J'ai dégluti difficilement, la gorge serrée. Ma poitrine me faisait mal de cette manière silencieuse, celle que l'on ressent quand on sait qu'on n'a pas d'importance ici. Ma fourchette a cliqueté contre mon assiette alors que je me forçais à manger, juste pour ne pas craquer. Mais soudain, tout a basculé. Le bruit d'une voiture s'arrêtant dehors a attiré l'attention de tout le monde, et pas n'importe quelle voiture. Le vrombissement sourd d'un moteur qui n'avait pas sa place dans cette rue de banlieue. À travers les stores, des phares vifs ont balayé la pelouse, des pneus ont crissé sur le gravier, et le brouhaha dans la pièce s'est éteint. Mais qui diable est-ce, a marmonné mon oncle. Une élégante limousine noire s'est arrêtée devant notre maison. Le chauffeur en est sorti, grand et vêtu d'un costume noir. Il s'est déplacé avec précision, a ouvert la portière arrière, et puis il est sorti. Le milliardaire dont tout le monde chuchotait depuis des mois, Étienne Chevalier, président-directeur général de Chevalier Industries. Il était jeune, la mi-trentaine, puissant d'une manière qui emplissait l'air avant même qu'il ne parle. Sa présence a fait taire les rires instantanément, comme s'il portait le silence avec lui. Mon père s'est figé, son verre à mi-chemin de ses lèvres. La mâchoire de ma mère est tombée. Romain a ajusté son col nerveusement, se redressant presque instinctivement. Étienne est entré sans hésitation, comme s'il savait déjà exactement où il allait. Ses yeux perçants ont balayé la pièce une fois, puis se sont fixés sur moi. L'air a quitté mes poumons. Tous les autres ont suivi son regard, la confusion se lisant sur leur visage. « Amélie » a dit Étienne, sa voix autoritaire mais calme. « Je vous cherchais. » Toutes les paires d'yeux se sont tournées vers moi, la fille dans le coin, celle qui avait été ignorée toute la soirée. Le sourire de Romain a eu un spasme, son visage pâlissant. Ma mère a chuchoté, « Attends, il te connaît ?» Le président-directeur général milliardaire ne leur a même pas jeté un regard. Il s'est contenté de marcher vers moi, tendant la main comme si tout cela avait été prévu depuis le début. Et à cet instant, leurs visages se sont figés. La main d'Étienne est restée tendue, calme et assurée. Je me suis levé, le cœur battant. La pièce était silencieuse, à l'exception de l'inspiration brusque de Romain. « Amélie Lambert » a dit Étienne, les yeux fixés sur moi. « Je suis venu pour vous. » Mon père est intervenu rapidement, cherchant désespérément à détourner l'attention. « Monsieur Chevalier, bienvenue. Je suis Daniel Lambert. Voici mon fils, Romain. Vous le connaissez peut-être. Il vient d'être promu chez Leroy et Associés. » Romain s'est avancé, avec un sourire trop large. « C'est un honneur, monsieur. Notre entreprise a d'ailleurs fait une proposition à votre division logistique. » Mais Étienne l'a à peine regardé. « Félicitations » a-t-il dit d'un ton neutre, avant de reporter son regard sur moi. « Amélie, votre note est arrivée sur mon bureau. Perspicace, audacieuse. Vous avez remarqué des problèmes que d'autres ont ignorés. » Ma mère a froncé les sourcils. « Une note ?
Étienne a continué, ignorant l'attention. Bertin et Lacroix a été racheté aujourd'hui, ce qui signifie que le poste qu'ils vous ont offert est maintenant sous la tutelle de Chevalier Industries. Mais votre travail, ces notes que vous avez écrites, ont prouvé que vous voyez les choses différemment. C'est pourquoi je suis ici. Ma tante a ricané. Elle n'a jamais travaillé dans une grande entreprise. Comment pourrait-elle savoir quoi que ce soit sur les opérations? Le ton d'Étienne n'a pas changé. Parce que l'initiative a plus de poids que les titres. Il a fait une pause, puis a ajouté, nous organisons une session de stratégie tard ce soir dans mon bureau de Lyon. Je la veux dans la salle. Si je me trompe, ce n'est qu'un trajet en voiture. Si j'ai raison, c'est son premier pas, le silence était lourd. Ce n'est pas comme ça que les carrières se font, a marmonné mon père. Non, ai-je dit doucement, me surprenant moi-même. Mais peut-être que ça devrait. Romain s'est penché près de moi, sa voix basse et venimeuse. Tu vas te ridiculiser, et nous avec. J'ai soutenu son regard. Ou peut-être que non. Étienne ne m'a pas secouru. Il a juste attendu, jaugeant la situation. Ce silence m'a donné l'élan nécessaire. J'ai attrapé mon sac, enfilé ma veste et suis passé devant Romain. Dehors, la portière de la limousine s'est ouverte comme si elle n'avait attendu que moi. Les sièges en cuir de la limousine étaient plus doux que je ne l'imaginais, mais j'arrivais à peine à respirer. J'ai tortillé mes mains sur mes genoux pendant qu'Étienne était assis en face de moi, parfaitement calme. Les lumières de la ville défilaient derrière les vitres teintées, chacune me faisant sentir plus éloigné de la maison que je venais de quitter. Vous avez l'air nerveuse, a-t-il finalement dit, sa voix posée, sans moquerie. Je le suis, ai-je admis. Je ne comprends pas pourquoi vous me voudriez dans cette salle. Je n'ai jamais assisté à des réunions d'entreprise. Je n'ai pas ma place parmi des dirigeants. Étienne s'est légèrement penché en avant. C'est exactement pour ça que je vous veux là-bas. Les gens qui pensent avoir leur place finissent généralement par ne plus voir les failles. Vous n'avez pas leurs œillères. J'ai pressé les paumes de mes mains contre mes genoux, essayant de reprendre pied. Mais si je me fige? Si je dis quelque chose de stupide? Alors vous apprendrez, a-t-il dit simplement. Mais d'après ce que j'ai lu, vous ne vous figez pas. Vous posez les questions que les autres évitent. La confiance dans son ton m'a serré la poitrine. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Ni mes parents, ni mon frère. La limousine est entrée dans un garage souterrain. Les gardes de sécurité nous ont fait signe de passer instantanément. Le chauffeur a ouvert la portière, et mes jambes tremblaient alors que je sortais. C'était réel. À l'intérieur de l'ascenseur, le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'Étienne reprenne la parole. Ce soir, il ne s'agit pas de faire vos preuves auprès de moi. Il s'agit de prouver que vous ne vous dégonflerez pas quand vous aurez enfin une chance. La porte s'est ouverte sur un bureau lumineux et décloisonné, des tableaux blancs couverts de notes, un grand écran affichant des alertes rouges clignotantes, et 4 personnes debout autour d'une longue table. Ils ont levé les yeux dès qu'Étienne est entré. Puis leurs regards se sont tournés vers moi. L'équipe, a dit Étienne vivement. Voici Amélie Lambert. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué cette session. La pièce est devenue silencieuse. Une femme, les yeux vifs, les cheveux tirés en arrière, a croisé les bras. C'est elle qui a écrit cette note. Oui, a répondu Étienne. Et ce soir, je veux qu'elle parle librement. Ma gorge s'est nouée, mais je me suis approché, le cœur battant à tout rompre. Toute ma vie, j'avais été l'ombre silencieuse à table. Maintenant, pour la première fois, tous les yeux étaient sur moi, et personne dans la pièce ne semblait prêt à m'ignorer. La femme aux bras croisés m'a étudié comme si elle pesait toute mon existence en 5 secondes. Sa voix était ferme, saccadée. Mon nom est Alice Vasseur. Je supervise les opérations. Nous avons un problème en direct à Marseille. Incident avec un chariot élévateur. Personne n'a été blessé, mais les quasi-accidents s'accumulent. La direction demande soit une solution politique coûteuse venant d'en haut, soit quelque chose de plus rapide. Dites-moi, que feriez-vous? La question m'a frappé comme un coup de poing. Mon pouce est accéléré, toutes les paires d'yeux attendant ma réponse. Je pouvais sentir les mots de Romain résonner au fond de mon esprit, tu vas te ridiculiser. Je me suis forcé à respirer et je me suis approché de l'écran. Des rangées de chiffres clignotaient en rouge, indiquant les heures, les équipes et les incidents.
Je me suis souvenu de ce que j'avais écrit dans ma note à 2 heures du matin, les mains tremblantes, me demandant si quelqu'un la lirait un jour. J'ai dégluti. Vous n'avez pas un problème de chariot élévateur, ai-je dit lentement. Vous avez un problème humain. Même aller, même équipe. Ce n'est pas aléatoire. C'est culturel. Si vous écrivez une nouvelle politique, elle sera simplement ignorée. Vous avez besoin des bonnes voix sur le terrain. Alice a haussé un sourcil. Des voix. Oui. Qui est votre chef de ligne le plus respecté? Celui en qui les ouvriers ont confiance sans qu'on le leur dise. Une pause, puis Alice a répondu instantanément. Kenza Toussaint. 10 ans d'ancienneté, elle connaît chaque centimètre de cet entrepôt. Alors pourquoi n'a-t-elle pas participé à vos 3 dernières réunions de sécurité? Ai-je demandé, en montrant une colonne de noms. L'analyste en souhaite à capuche a cligné des yeux, faisant défiler sa tablette. Elle remplaçait un superviseur malade, elle était submergée de paperasse. Exactement, me suis-je retourné vers le groupe. Vous avez retiré votre pilier du terrain au moment où vous aviez le plus besoin de sa voix. C'est ce silence qui a créé le schéma que vous observez. Pendant un instant, personne n'a rien dit. Puis la bouche d'Alice s'est étirée en un très léger sourire. Elle n'a pas tort. L'homme en veste de costume s'est penché en avant. Même si c'est vrai, comment régler ça sans dépenser une fortune en consultant? Remettez Kenza sur le terrain immédiatement, ai-je dit, ma voix gagnant en assurance. Associez-la à ceux qui ont une influence informelle, ceux qui écrivent des surnoms sur les feuilles de présence. N'ajoutez pas de règles. Commencez par des réunions d'allées nocturnes 3 soirs de suite, puis sautez en une. Qu'elles soient courtes, basées sur des histoires, et laissez Kenza mentionner les quasi-accidents par leur nom. Sans blâmer personne. Ensuite, laissez les influenceurs prendre le relais pour raconter ces histoires. Si le schéma change, vous aurez fait évoluer la culture sans dépenser des millions d'euros. L'analyste a laissé échapper un léger sifflement. C'est différent. Les yeux d'Alice sont restés fixés sur moi, plus vifs maintenant, mais sans doute. Avec approbation. Elle a raison. On change les comportements avec des histoires, pas avec des notes de service. C'est exactement ce que j'aurais suggéré si la direction ne nous avait pas mis la pression. L'expression d'Étienne n'avait pas changé, mais ses yeux me disaient tout. Il n'était pas surpris. Il s'attendait à ce que je me tienne dans ce feu sans me brûler. Le responsable des finances s'est raclé la gorge. Et si ça ne marche pas? Alors vous serez revenu au point de départ, ai-je répondu. Mais au moins, vous saurez si le problème est systémique ou culturel. Ça vaut le risque. La pièce a doucement bourdonné. Des notes ont été prises, des têtes ont hoché, et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme la fille silencieuse dans le coin. Je me sentais comme quelqu'un qui avait sa place à la table. L'air dans cette salle de conférence aux parois de verre semblait lourd, chargé de quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas seulement le bourdonnement des ordinateurs portables ou l'odeur âcre des marqueurs effaçables à sec provenant des tableaux couverts de schémas à moitié effacés. C'était le poids des gens qui me regardaient, non pas comme une présence en arrière-plan, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être écouté. Alice a finalement rompu le silence. Ses bras n'étaient plus croisés, mais ses mains étaient sur ses hanches. Elle a raison. Si nous ne changeons pas la culture, les politiques ne feront que masquer le problème. Nous serons de retour ici dans 2 mois. L'analyste, Marc, tapait furieusement, des chiffres clignotant sur son écran. Si nous mesurons la réduction des quasi-accidents par section d'entrepôt et que nous la comparons au nœud d'influence, nous saurons en quelques jours si sa méthode fonctionne. L'homme aux manches retroussées s'est penché en arrière, m'étudiant. Il avait été sceptique depuis le début, et je pouvais encore voir le doute dans ses yeux, mais il était plus doux maintenant, respectueux à contre-cœur. Vous nous dites de jouer avec la continuité opérationnelle sur la parole, sans vouloir vous offenser, d'une assistante qui n'a même pas encore commencé son premier jour? J'ai senti ma gorge se nouer, mais avant que je puisse parler, Étienne l'a fait. Son ton était froid mais tranchant comme un rasoir. Elle ne joue pas. Elle analyse. Il y a une différence. L'homme a ouvert la bouche, mais Étienne l'a interrompu d'un léger mouvement de tête. Sa voix était calme, mais absolue. Vous avez des années d'expérience et vous avez manqué ça. Elle, non, et elle l'a vu. Ce n'est pas un pari. C'est de la lucidité. J'ai essayé de contrôler ma respiration.
Mes mains tremblaient encore sous la table, mais ma voix a porté quand j'ai dit « Je ne m'attends pas à ce que vous me donniez l'autorité. Je m'attends à ce que vous testiez l'idée. Si elle échoue, elle échoue. Mais si elle fonctionne, vous sauverez des vies et des millions d'euros. » Alice a hoché la tête. Je vais m'en occuper. Je vais ramener Kenza. Je m'assurerai qu'elle soit à la prochaine réunion de minuit. Et si ça change les choses sur le terrain, nous saurons que ce n'était pas de la chance. Étienne s'est penché en avant, posant finalement ses mains sur la table. C'est réglé. Amélie, autre chose? J'ai dégluti difficilement, parcourant à nouveau l'écran du regard. Mes yeux ont capté une plus petite alerte clignotante en bordure du tableau de bord, certification de fournisseur différé. Mon pouce est emballé. Oui, ai-je dit prudemment. Vous ne pouvez pas ignorer cette lacune de conformité, mais ne l'ébruitez pas tout de suite. Si le personnel pense qu'il s'agit de presse-papier et de paperasse, il se désintéressera. Réglez ça discrètement pendant que vous réglez la culture ouvertement. Si vous faites les deux en même temps, ils entreront en conflit. Alice a souri. Elle est perspicace. Je l'aime bien. Le responsable des finances a soupiré, passant une main sur son visage. Très bien, nous allons faire à sa manière. Mais si ça nous retombe dessus? Ça n'arrivera pas, l'interrompit Étienne, d'un ton final. La pièce s'est mise en mouvement. Marc a envoyé des courriels. Alice a attrapé son téléphone, aboyant des ordres. L'air semblait électrique maintenant, comme une machine qui s'anime. Et au milieu de tout ça, j'étais assise là, incrédule, la poitrine douloureuse tant tout cela semblait surréaliste. Étienne s'est levé, signalant que la réunion était terminée. Mais avant que nous partions, Alice m'a arrêté. « Écoutez, Amélie, a-t-elle dit, sa voix plus basse, moins sèche. Ne gâchez pas ça. Les gens comme nous, on nous ignore généralement jusqu'à ce que le bâtiment soit déjà en feu. Vous avez eu le cran de parler avant que le feu ne se propage. C'est important. Continuez à le faire. » J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Merci. Alors qu'Étienne et moi retournions vers l'ascenseur, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre. Même veste en jean, même fille nerveuse. Mais je n'avais plus l'air invisible. J'avais l'air de quelqu'un qui entrait dans quelque chose que je n'avais jamais osé rêver. Le trajet de retour en limousine fut plus silencieux. Étienne n'a pas comblé le silence avec des banalités. Il m'a laissé à mes pensées, et c'était presque insupportable d'en avoir autant. Finalement, j'ai demandé, pourquoi moi? Vous auriez pu choisir quelqu'un avec des diplômes, des années d'expérience, des gens déjà bien rodés pour ça. Ses yeux ont rencontré les miens fermement. Parce que le vernis cache les fissures. Vous ne les cachez pas. Vous les regardez. C'est plus rare que vous ne le pensez. La voiture s'est arrêtée devant la maison de mes parents. Les lumières étaient encore allumées, des ombres bougeaient à l'intérieur. Mon estomac s'est noué, sachant exactement ce qui m'attendait. Quand le chauffeur a ouvert ma portière, j'ai hésité. Mes jambes semblaient lourdes, mais la voix d'Étienne m'a arrêté. Rappelez-vous, Amélie, vous ne leur devez pas d'explications. Vous vous devez des preuves. J'ai hoché la tête et suis sorti. À l'intérieur, le salon était tel que je l'avais laissé, mais plus froid. Mon père était debout, son verre toujours à la main, ma mère rigide à côté de lui, Romain faisant les 100 pas comme un animal en cage. L'atmosphère de fête s'était évaporée pour laisser place à un silence épais et suffocant. « Où étais-tu » a exigé mon père, la voix sèche. « As-tu la moindre idée de l'image que ça a donné, de partir comme ça devant tout le monde comme si tu étais importante ?» Le regard de Romain m'a transpercé. « Tu te crois spécial maintenant ? Il ne fait que t'utiliser, Amélie. Les gens comme lui ne prennent pas les filles comme toi au sérieux. Tu vas ruiner le nom de notre famille, en agissant comme si tu avais ta place dans son monde. » Ma tante est intervenue, sa voix suintant le dédain. « Nous avons essayé de t'élever dans l'humilité, et voilà ce que tu fais ? Tu te jettes sur des hommes puissants ? » Les mots me brûlaient, mais quelque chose en moi avait changé ce soir. Je me suis redressé, sentant la force de la réunion vibrer encore sous ma peau. « Il n'est pas venu ici pour toi, » ai-je dit doucement, en fixant Romain. « Il est venu pour moi. » La pièce s'est figée. Le visage de mon père s'est crispé. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, il semblait déstabilisé.
Et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de leur silence.